Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 15 mai 2024. On débute avec des images du grand départ de l'héritage des Basques. En studio, M. Éric Dubois dévoile son opinion dans une lettre ouverte contre le prolongement de l'autoroute 20. Un nouveau livre sur les tablettes, Basta, ça suffit, de M. Pierre Doc Landry. À la maison du notaire, on dévoile la programmation estivale. À l'école secondaire de Trois-Pistoles, la TCBH était sur place pour le vin fromage du Club Optimis. Le prolongement de la 20, pour ou contre, c'est à vous de juger. M. Éric Dubois évoque son opinion dans une interview percutante. Bonjour, Ghislain Vachon, en compagnie de M. Éric Dubois, citoyen de Trois-Pistoles. Bonjour, M. Dubois. Bonjour, M. Vachon. Très bien, belle journée. Belle journée. Simplement, vous êtes ici pour vous parler. Vous avez commis une lettre d'opinion, on peut dire. Absolument. Qui est contre, vous êtes contre le projet là, de prolongement de l'autoroute 20. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire plus? Comme citoyen de Trois-Pistoles, évidemment, depuis quelques années, je suis ici, j'ai pu voir un peu, prendre connaissance des enjeux régionaux. Un des enjeux les plus importants, c'est celui du transport. J'ai constaté que, malheureusement, la région du Bas-Saint-Laurent était victime d'une certaine de pensée unique. Comme quoi, depuis 30 ans, on leur fait miroiter que la modernité passe par une autoroute. Depuis 30 ans, on promet le prolongement de la fameuse 20. On a eu des petites parties là, un peu incongrues, le bout entre Rimouski et Montjoly, par exemple. Et c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Sinon, d'autres promesses. Des promesses de politiciens et des promesses. Vous soulignez que c'est dangereux ce bout-là, d'ailleurs, Rimouski et Montjoly. Okay, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est dangereux? Pourtant, c'est pas une 10 que j'appelle, c'est vraiment la 20. C'est une configuration dangereuse. Je ne suis pas un expert en autoroute ou en sécurité routière, si vous voulez. J'ai lu un peu sur la question. Mais mon jugement, il se fait en prenant connaissance de ce que les gens disent, de ce que les gens racontent. Et je vais vous rappeler qu'en février dernier, le député Bérubé, qui fait un peu office d'amorce, si vous voulez, de ma démarche de lettre, député Bérubé a déposé une pétition à l'Assemblée nationale de 10 000 noms, des gens qui veulent l'élargissement de ce tronçon de route-là, parce que la configuration de voies indivises est dangereuse, cause des accidents. Alors, 10 000 personnes attestent que cette forme d'autoroute-là, c'est dangereux. OK. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents depuis qu'ils ont prolongé de Kakuna ici à Trois-Pistoles? Plus de 1100 ou quelque chose de 1140 accidents depuis, on peut dire, une période de 5 ou 6 ans sur un tronçon de 50 km. OK, d'ici à Rivière-du-Loup. Il y en avait 23 de ces accidents-là, si je me rappelle bien, qui sont mortels.
OK. Puis la 132, à la même époque, est-ce que... Ah, ben, j'ai pas les données, il faudrait comparer. Ça serait une bonne idée de comparer. Malheureusement, on n'a pas, le gouvernement ne fait pas cet effort-là. On nous dit que le prolongement de la 20, c'est pour la sécurité. Mais en fait, quand on regarde les faits, on se dit, est-ce que c'est vraiment pour la sécurité? Est-ce que le prolongement de cette autoroute à 2 voies indivises, là, qui cause des accidents actuellement, est une option sécuritaire pour assurer le transport au Bas-Saint-Laurent? Moi, je crois pas. Nous, on a reçu des gens qui sont pour ici. Là, vous êtes le premier là, à être contre qui accepte de venir. Simplement, les autres, ils disaient, surtout les agriculteurs, les gens qui sont venus dans la région, qui disent c'est illusoire. Vous prônez une amélioration de la 132. Absolument. Eux, ils disent c'est illusoire. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va accélérer le trafic sur la 132. Et lorsque ça va arriver dans des congestions dues à l'activité agricole, ça va être encore pire. Est-ce qu'il faut on est dans une région agricole ici? Je comprends, absolument. Les récriminations des agriculteurs, moi, je les prends au premier chef de mes préoccupations dans cette réflexion-là. Évidemment, c'est eux qui ont à vivre avec tous les désagréments que peut amener une route sur leur voie, si vous voulez, pour aller travailler. Alors, moi, je pense qu'il y a toutes sortes de façons, à part une autoroute, de trouver des solutions à leurs préoccupations. Ça pourrait être, par exemple, des voies d'accès parallèles à la 132. Il y a toutes sortes de possibilités autre que celle de construire un pont gigantesque en béton au-dessus d'une rivière magnifique et de faire pousser de l'asphalte. Il y a d'autres solutions que celle-là. Il y a des solutions, il y a des gens qui font du génie, il y a des gens, il y a des ingénieurs, il y a toutes sortes de gens qui réfléchissent à ça. Moi, je pense qu'il faut les mettre au profit et travailler immédiatement. On ne peut pas attendre encore 10 ans. Là. Non, parce que surtout, il y avait un agriculteur, puis il y avait une dame qui habite dans Saint-Simon. Ouais. Elle dit, c'est horrible, à Saint-Simon. Ah, je comprends très bien. Puis même les riverains aussi. Tu sais, les gens achètent une maison en connaissance de cause, à côté d'une route régionale. Mais en même temps, oui, ils ont raison de vouloir de la tranquillité, de vouloir surtout de la sécurité. Surtout dans un village. Absolument. À un moment donné, une route, il faut s'entendre. On prend une route, il n'y a personne, puis à un moment donné, 30 ans plus tard, c'est bâti mur à mur chaque bord, parce que l'être humain est ainsi fait. Là. Ouais. Et je veux dire, dans un village déjà existant, à Saint-Simon, ils ont des loupes, les miroirs loupes, comme sur les camions, les gros camions, pour sortir de là. Ça devient de stationnement, absolument. Je comprends bien. Et moi, je suis contre l'autoroute, mais je suis pas contre des développements routiers. On peut réfléchir en dehors de la boîte. Moi, ce que je dis, le Bas-Saint-Laurent, malheureusement, est victime d'une pensée unique. Depuis 30 ans, les gens du Bas-Saint-Laurent se font promettre une autoroute et d'élection en élection, les promesses sont renouvelées. Combien de partis politiques se sont fait élire sur cette question-là? On a vu ça avec le quai ici, à 3 pistoles. Là, ça a été... Alors, c'est le temps d'arrêter. Les politiciens nous doivent des solutions, du bon sens. Et la solution de l'autoroute, c'est plus une solution de bon sens. Parce que le pont est à refaire ici, là, à Tauben. Il est à refaire, ce pont-là. Si vous allez sur les enjeux par rapport à notre route 132, il y en a de nombreux. Il y a l'enjeu de sécurité, mais il y a l'enjeu aussi de cohabitation avec les rives, avec l'érosion là, des rives et on dit la hausse du niveau des eaux, hein, c'est un risque. Mais il va falloir revoir. Là, la 132 a fait le tour de la Gaspésie. Quand vous allez en Haute-Gaspésie, elle est riveraine. On est littéralement à côté de la rive. Oui, je sais. J'étais avec mes parents jeunes, on était déjà, à un moment donné, il y avait eu, on avait été bloqués sur la route, il y avait des éboulements dans le coin de Grande-Vallée. Absolument. Et là, c'est pas Stephen King qui parle là, de la haussée du niveau des eaux, c'est les scientifiques. Là. On n'est pas au niveau d'une fiction d'horreur, on est de la réalité. L'eau va probablement, le niveau de l'eau va fort probablement hausser, ce qui va prendre de l'empiètement évidemment sur le terrain. Et la route est déjà, on le voit, là, il y a certaines journées, par exemple, de haute marée où les vagues, les embruns dépassent sur la route. Ça frappe sur la route. Alors, combien ça va coûter, imaginez, assurer l'accès à ce territoire-là via une route, quand on aura tous ces défis-là à prendre en compte? Moi, je regarde ça, je me dis, je suis pas un spécialiste en budget ou quoi que ce soit, mais faut prévoir. Tu sais, un gouvernement qui a des dettes, mais qui prévoit les choses, c'est bien, parce qu'il est capable de répondre aux besoins de la population. Là, actuellement, on s'endette, mais on répond même pas à nos besoins. C'est problématique. Au niveau du transport, je pense que c'est le temps que les citoyens prennent les choses en main, qu'on sorte les politiciens du dossier, qu'on s'occupe de nos affaires. Moi, il y a des citoyens qui me parlent sur la rue maintenant. Vous savez, ils n'ont pas besoin de passer souvent à la télé pour se faire reconnaître. Moi, ça fait 21 ans. Fait qu'il me parlait, il me disait, vous remarquez ceux qui sont contre l'autoroute, là? C'est ceux qui l'utilisent le moins, la route. Ouais. Et moi, j'ai une voiture que j'ai achetée en novembre, j'ai déjà 25 000 km dessus. OK, donc c'est pas votre cas. Je roule, ma région, mon territoire de prédilection va des Méchins
jusqu'à la Pocatière. Alors, la route, je la connais, je la fais quotidiennement. Les risques, je les connais été, hiver. Actuellement, le problème, c'est voulez-vous vous dire c'est quoi le problème? C'est le pied droit. On a le pied droit beaucoup trop pesant. Et on route, moi, je suis quelqu'un qui roule, je veux dire, 90, je suis religieux non pratiquant, là, je roule plus vite que 90 km/h. Et si la police m'entend, aujourd'hui, je plaide coupable. De toute façon, en Europe, c'est 130 km/h. Hein. Et on pourrait arriver à un niveau de vitesse, mais ne pas le dépasser. Là, actuellement, même quand je roule à 105 km/h, il y a des gens qui me dépassent, là, mais sur des voies doubles, mais des voies doubles très courtes. Et c'est des risques, des choses dangereuses. Donc, on parle de manœuvres dangereuses. Et ça se multiplie. Je veux dire, la configuration de la route, c'est pas la cause principale. La configuration de la route n'est pas faite pour des gens qui pèsent trop fort sur le pied droit. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Je veux dire, les accidents sont pas seulement dus à la route, sont dus à un comportement humain. Il faut se dire, dans l'île du Québec, les distances sont longues. Oui, absolument. Entre les points de service, les distances sont longues. Absolument. Souvent, c'est tentant. C'est tentant ouais. Oui, justement, il y avait quelqu'un un opposant à ça il y a quelques années qui disait le prolongement de l'autoroute 20 jusqu'à Trois-Pistoles, ça a fait à peine gagner 10 minutes pour se rendre à Rivière-du-Loup. Là, à un moment donné, il y en a un autre qui dit ah oui, 10 minutes. Mais il dit si c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Il dit c'est 50 minutes par semaine. À la fin de l'année, je calcule ça sur 46 semaines de travail, si on enlève les congés. La personne, elle passe 60. Ce 10 minutes-là, la personne elle passe 77 heures de moins dans son automobile. Vous identifiez un problème flagrant. Et ce problème-là, il va falloir l'adresser de toutes les façons possibles. Et moi, ma solution, c'est pas l'auto-solo. Aujourd'hui, l'auto-solo, c'est ce qui nous permet d'avoir cette liberté-là, de prendre le char à l'heure qu'on veut, d'arriver au bureau à l'heure qu'on veut, de partir du bureau à l'heure qu'on veut, puis d'arriver chez nous, on choisit pas. Malheureusement, parce qu'à Montréal et dans les centres urbains, on sait quand on part, mais quand on arrive, on le sait pas. Alors, ça peut être très, très long. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette boîte-là encore de la culture autoroutière. On a des enjeux maintenant environnementaux qu'on ne peut plus nier. Le réchauffement climatique, c'est avoué par tout le monde. On sait c'est quoi les causes du réchauffement climatique. Les scientifiques sont clairs, c'est l'émission de CO2. Le CO2, c'est le gaz qui est en grande partie responsable des changements climatiques. Et le CO2, les sources de CO2, une grande partie de ces sources de CO2-là, la majorité vient des transports. Transport individuel, transport de gros, transport de marchandises. Il faut s'attaquer à tous ces niveaux-là pour diminuer, décarboner nos transports. Et ça passe pas simplement par l'auto électrique parce qu'on pourra pas rendre une auto électrique à chaque personne, ça n'a juste pas de bon sens. Une autre chose aussi, une auto électrique, qu'est-ce que les nouveaux chiffres viennent de sortir, les coûts environnementaux réels. Comme une voiture. Certains disent que c'est 30% plus. Parce qu'on prévoyait des durées de vie des batteries, c'est irréaliste, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus court que ça. Si vous voulez faire un débat, je peux en faire un. Moi, je suis partisan de l'automobile électrique. J'ai une auto électrique depuis 5 ans, mais j'exècre l'auto-solo. Je déteste l'auto-solo. D'être tout seul tout le temps dans mon auto, pour moi, c'est une problématique. Il faut trouver des solutions quand c'est nécessaire, quand c'est essentiel. Puis aujourd'hui, disons-le clairement, c'est pas vrai qu'avec un système d'autobus et un train, par exemple, on pourrait arriver à desservir toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent. C'est ça le problème. On est éparses. Il faut avoir un réseau de routes. En région, c'est ça le problème. En ville, moi, les rares fois que je vais à Montréal, j'ai habité à Québec pendant 12 ans, je voyais des gros pick-up F-150. Les gens, moi, je disais, c'est un gars de la construction, il y en a besoin. Absolument. Okay. Le camion, il était parfaitement propre. Je pense qu'il n'avait jamais roulé sur un chemin de terre. En ville, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Il y a des incohérences sur le transport. Ici, en région, là, on fait quoi? Il faut trouver des solutions. Ça ne passe pas par une autoroute dangereuse. Ça ne passe pas par le prolongement de l'autoroute 20 à 2 voies indivises. C'est aussi clair que ça pour moi. Il faut trouver d'autres solutions. Pour moi, les solutions sont claires. La 132, c'est une des plus belles routes régionales au monde. Puis le Bas-Saint-Laurent, c'est la région où on dit on prend le temps de vivre. Prenons ces deux choses en considération. Estimons la chance qu'on a d'avoir la 132, qui est une route magnifique. Prenons-en soin. Hein? Si c'est une richesse, la route 132, il faut en prendre soin. Il faut s'assurer qu'elle soit encore une route sécuritaire, une route accessible, une route où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voisiner. Hein? Parce que les activités de transport, malheureusement, vont toujours déranger. Moi, j'ai une maison sur la rue Notre-Dame-Est et il y a le train derrière chez moi. D'ailleurs, on n'entend pas. Le bruit que j'avais entendu tout à l'heure, on parlait des transports. C'est le train qui venait de passer. Pour moi, c'est une source de dérangement. Ma maison à chèque. Mais tabarnouche, c'est l'activité économique, je veux dire. Et chaque tonne qu'on met sur un train, c'est beaucoup moins de gaz à effet de serre que chaque tonne qu'on met sur
des fardiers sur nos routes et moins de danger aussi. Les risques de train, évidemment, il y a eu des accidents incroyables au niveau ferroviaire. Mais si on regarde les statistiques par rapport au transport routier, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et il faut sortir de l'idée que le problème du camionnage, c'est parce que c'est la pénétration du territoire. Ben, à ce moment-là, il faut refaire des entrepôts. Parce que là, aujourd'hui, avec le néolibéralisme, toutes les compagnies se sont mis au just-in-time. Deux jours, même pas 2 jours de réserve de stock, c'est tout. Et on a tout enlevé, la chaîne d'approvisionnement. On l'a vu pendant la COVID. Hein? C'est fragile, tout ça. Alors, toutes ces chaînes d'approvisionnement-là, il faut les revoir parce que malheureusement, je vous le dis, moi, je ne crois pas qu'on peut continuer comme ça encore longtemps. Je regarde ma fille, elle a 7 ans, Madeleine, je l'aime beaucoup. Et quel monde je vais lui laisser? Et ça, je pense que de génération en génération, les gens sont pas... Mais ça ne s'améliore pas, c'est ça le danger. Et là, les risques, c'est plus seulement de la science-fiction, c'est les scientifiques qui nous le disent. Les alarmes, il n'y a plus de manette à tirer, là. Je veux dire, il n'y a plus de cloche à sonner, il n'y a plus de feu à allumer. Tout le monde le sait, c'est l'empereur est nu. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable-là. L'empereur est nu, mais tout le monde lui voit des beaux vêtements. Il va falloir que les enfants en nous, parce que dans cette fable-là, c'est l'enfant qui dit « Hey, mais l'empereur est nu ». Il va falloir que l'enfant en nous fasse sortir de nos vieilles habitudes et nous amène à revoir le monde. Revoir le monde à l'image d'un enfant, de ce qu'on va leur laisser. Moi, j'aimerais ça, ma contribution, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait 5 ans que je suis ici. Le Bas-Saint-Laurent, pour moi, c'est ma région de prédilection. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir m'installer au Bas-Saint-Laurent. C'est un choix. Un choix de vie, un choix politique, un choix de citoyen. Et j'aimerais ça. Puis c'est pour ça que je travaille actuellement à essayer de mobiliser avec toute la gang du Pont de la Vin, ça n'a pas d'allure. Ça tient pas debout, excusez-moi. Le Pont de la Vin, ça tient pas debout. Vous pouvez aller voir sur Facebook, là, ils ont une page et beaucoup d'actualités sur les enjeux. Avec ces gens-là, moi, j'aimerais ça susciter une réflexion, sortir de ce discours de politicien-là qui dit ça prend absolument l'autoroute, là, parce que c'est ça qui m'a fâché. Dans le fond, la lettre d'opinion, je l'ai écrite parce que j'ai vu la résolution qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Comme quoi, ce projet d'autoroute-là, dangereuse, avec une configuration dangereuse, le même député, là, Pascal Bérubé, qui a déposé cette motion-là, il disait en février que cette route-là était dangereuse. Et là, au mois d'avril, elle vient dire à l'Assemblée nationale, il faut prolonger cette route dangereuse-là parce que c'est essentiel. Là, moi, ça m'a fâché. Les politiciens, je le sais, dans le discours partisan, il y a des contradictions à peu près à tous les mots. Mais là, quand ça devient flagrant comme ça, et quand on prend des gens pendant 30 ans pour des imbéciles dans des régions, il faut arrêter. Là. Je comprends les gens d'être en beau maudit, de voir les politiciens pelleter tout le temps ça par en avant. C'est le temps de prendre le taureau par les cornes, et ça passe par l'amélioration de la 132. Puis le développement d'un réseau de transport en commun. Évidemment, ça ne sera pas un métro. Non. De toute façon, il ne faut surtout pas prendre exemple sur Montréal en ce moment. Et de toute façon, on regarde à Québec, c'était foiré là aussi. Hein. Ouais. On s'entend que ça... Il y a des enjeux. Je veux dire, le transport, c'est pour moi un axe. Avant ça, je ne m'intéressais pas à ça. Mais pas pour lancer, je vais faire l'avocat du diable. La plupart des gens, vous dites les scientifiques et tout ça, la plupart des gens là, qui sont venus nous dire que le château et les étables sont en feu. Ils se sont déplacés souvent à Davos. On n'embarque pas sur le sujet. En jet individuel, 200 jets individuels. Des chefs d'entreprise qui ont des flottes de navires marchands qui fonctionnent à la coke, pas à la drogue, hein, c'est au mazout lourd. Oui, presque. Au mazout lourd, un seul cargo pollue comme 6 millions de véhicules. Il y en a plus de 10 000 sur nos océans. C'est vrai. J'écoutais un des représentants d'Amazon nous dire que c'était le citoyen qui était non responsable alors que c'est son entreprise a contribué et contribue encore. Et il veut une passe carbone. C'est le citoyen qui, lui, il est prêt à l'acheter local, mais comment je pourrais dire, les commerces locaux ferment. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ils n'arrivent plus à compétitionner contre ces gens-là. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité à Rimouski, mais juste l'histoire du fameux Costco. Là, j'espère qu'il y a déjà... Y a-t-il une faculté de sociologie à l'UQAR? Parce qu'il y a une étude sociologique à faire là-dessus. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse même une certaine logique. Là. Ça dépasse... Là, on entend Costco... C'est du fanatisme. Là. On est du côté du fanatisme économique. Mais je pense que Costco, entre guillemets, je pense que ce sont les plus responsables. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sauf qu'à côté de ça, il y a des grandes surfaces. Le Walmart, si vous passez là. Moi, le premier, écoutez, là, des fois, on n'a pas le choix d'aller là. Il n'y a plus de...
comment je pourrais dire, il n'y a plus de détaillants nulle part. Lorsqu'on a besoin de s'habiller, on va où? On est pris pour aller là dans ces surfaces-là. La qualité baisse. C'est épouvantable. Et pourtant, si on remonte, ce sont les chefs et les financiers, les grands argentiers de tous ces gros trusts-là qui nous disent « Hey, là, c'est dangereux, là, l'environnement, il va falloir que vous fassiez quelque chose. » Ouais. Là, ça va non, pour moi, le problème, c'est pas les gens, c'est le système, c'est le capitalisme, le problème. Si le réchauffement climatique aujourd'hui est en train de nous tuer, c'est à cause du capitalisme. C'est sûrement pas à cause du communisme. Là, on tuait des gens au lieu de tuer l'environnement. Mais le capitalisme, lui, est en train de détruire la planète. Si on ne se rend pas compte de ça au premier chef, on va manquer notre coup. Il faut changer ça. La spéculation, au moins avant le capitalisme, c'était l'embâtissait des choses. Il n'y a plus rien. L'économie réelle, oubliez ça. Là. Maintenant, les fermes, puis je ne veux pas embarquer sur le sujet, mais je salue tous les fermiers, puis je les adore. Ces gens-là, on en parle trop peu. Les agriculteurs, des gens importants, les vieillissants, ne trouvent pas de relève. Ces terres-là sont achetées par des conglomérats. On le voit et là, c'est plus de l'économie réelle. Ça devient de l'économie virtuelle. Le fruit de notre terre est plus réparti autour de nous. Il s'en va directement dans la sphère spéculative. Alors, c'est pour ça que je vous dis, actuellement, moi, personnellement, je suis anarchiste. Je ne crois plus au système économique. Je ne crois plus au système politique. Il faut changer ça. On ne fera pas la révolution avec ça. Moi, je me dis, un des enjeux importants sur lesquels il faut travailler, c'est le transport. Ça touche tout le monde. Ça touche notre sécurité, ça touche notre développement économique. Fait que vous n'êtes pas les partisans des villes de 15 minutes. Les villes de 15 minutes, ça, c'est un autre enjeu. Oui, je suis partisan des villes de 15 minutes. Il faut concentrer. Mais là, les complotistes, parce que j'ai lu là-dessus de la part des complotistes, ce qu'ils disent, c'est que les villes de 15 minutes vont les enfermer. Là, ils ne comprennent pas le message. L'enjeu, là, des villes de 15 minutes, c'est la concentration. Parce que les gens disent, on doit, au lieu de s'étendre sur le territoire, on doit concentrer l'habitation sur des lieux moins étendus parce que l'étalement, il n'arrête plus. Tu sais, la couronne de Montréal, je ne sais pas si vous l'avez vu, maintenant, elle est rendue grande. Ben, vous savez, les villes de 15 minutes, on regarde en Chine, passeport, on n'est pas capable de sortir. Ah, ben ça, c'est autre chose. Un système totalitaire comme la Chine, il ne faut pas comparer ça encore, parce que malheureusement, il y a un glissement de plus en plus vers là. Attention. Mais pour ça, on a une charte des droits et libertés. Malheureusement, tout le monde veut la flusher, cette charte des droits et libertés-là. On a vu pendant la crise COVID, c'est pas la tentation du contrôle absolu, elle est là. Hein? Je comprends, mais pour moi, c'est pas ça l'ennemi. Pour moi, l'ennemi, c'est le capitalisme. Ça, c'est des distractions pour moi, et on peut spéculer toutes sortes de choses. Je veux dire, moi, les gens, ils se battent un peu comme des moulins à vent. Ça, c'est mon opinion toute personnelle que je vous donne. Là. On devrait s'occuper de nos affaires au lieu de s'occuper de ça, de s'occuper des Illuminati. Là, ça ne changera pas ce que tu vas avoir dans ton milieu de vie. Ça, les reptiliens. Alors, c'est pour ça, moi, je dis aux gens, il faut prendre des occasions, il faut se trouver des occasions pour discuter, pour se conscientiser, pour prendre position des fois. Puis moi, il y a des gens avec qui ils vont être pour le projet de la 20. Moi, je vais être très, très poli avec ces gens-là. Et pour leurs idées, par exemple, c'est autre chose. Les idées, il faut que ça se choque. Hein? Il y a un dicton qui dit « Du choc des idées naîtra la lumière ». Des idées, il faut que ça choque. Et pour moi, il n'y a pas de mal à brusquer ou à brasser une idée ou même à l'enfler, à la réduire ou de la crisser aux poubelles. Moi, il n'y en a pas de problème avec ça. Le débat des idées doit se faire. Il faut respecter les gens maintenant. C'est ça l'enjeu. Alors moi, je suis prêt à faire ce débat-là. Je souhaite animer un peu le milieu là-dessus du débat. C'est ma prétention. Et si la contribution que je peux amener, c'est juste de penser autrement que par des autoroutes, j'aurais réussi quelque chose. Parce que c'est ça l'enjeu. Il est là l'enjeu. De toute façon, on va certainement en réentendre parler plusieurs fois. Ah ben, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Puis en tout cas, on vous réinvitera. Avec plaisir. Comme je vous dis, on va certainement en réentendre parler. Très bien. Merci beaucoup. S'il est souvent préférable de se taire, il est parfois impérieux de parler. Telle est la citation de M. Pierre Doclandry dans son nouveau livre. Bonjour, Ghislain Vachon dans nos studios ici à Trois-Pistoles en compagnie de l'auteur, M. Pierre, entre guillemets, Doclandry. Bonjour, M. Landry, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, vous venez de sortir un livre, c'est une monographie, là. C'est un pavé dans la mare, on peut dire. Oui, une espèce de brûlot, en effet, oui. Okay. Une petite biographie de vous, parlez-nous de vous un peu. Ah, mon Dieu, disons que si je recule dans le temps, j'ai été rédacteur en chef par intérim du journal Le Mouton Noir, où j'ai toujours une chronique depuis bientôt 25 ans. J'ai été directeur du musée du Bas-Saint-Laurent, président de la Société des musées du Québec, écrivain, pas historien, mais très féru d'histoire régionale surtout et nationale.
J'ai collaboré beaucoup avec Victor Lévy-Beaulieu, où j'ai publié aux éditions Trois Pistoles 8 à 10 titres environ, plusieurs sur l'histoire de la région, justement. Alors, c'est un peu ça le panagérique des dernières années, comme tel. Là. OK, donc, vous n'êtes pas acheté une tablette de papier à écrire puis un sac de stylo au Dollarama là, pour... vous avez du bagage, vous avez du vécu. Oui, oui. Là, vous dites basta, c'est un terme en espagnol, ça veut dire ça suffit. Exactement. Donc, il y a plein de personnes là, dans la bien-pensance actuelle, si on peut s'exprimer ici, là, ça doit déranger. Parlez-nous un peu de votre livre. Ben justement, c'est un livre qui s'érige en quelque sorte contre la bien-pensance, c'est-à-dire que dans mon esprit à moi, dans mon vécu, disons, il y a 3 périodes critiques, disons. Il y a, moi j'ai un certain âge, donc j'ai connu l'emprise de l'Église catholique, alors le catéchisme, la messe, l'espèce de dictat qu'on imposait à l'ensemble de la société à ce moment-là, et avec Vatican II, avec la Révolution tranquille, on a pu se dépêtrer un peu de cette espèce de marasme intellectuel là, dans lequel on couvait à ce moment-là. Toutes les facettes de la vie finalement étaient prises sous cet étau-là. Ensuite, j'ai connu une autre période. Alors, on s'est libéré de ça avec les années 70, avec le psychédélisme, avec la libération de la femme, etc. On a pu sortir de ces carcans-là. Il y a eu une autre période, peut-être que les gens ont moins connu en région de ça, mais la période du marxisme-léninisme. Moi, j'étais à Montréal à cette époque-là, puis c'était un autre dogme qui s'imposait, puis qui était excessivement rigide. C'était de la gauche. C'était de la gauche. Oui, c'était de la gauche, de l'extrême gauche, puis dans les syndicats, dans l'enseignement, etc. Alors, d'ailleurs, je pense que Michel Chartrand a commencé à se désengager un petit peu. Oui, bien, je pense que tous les libres penseurs de l'époque se sont désengagés un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des frictions, tout ça, mais encore une fois, simplement pour dire qu'on essayait encore une fois d'imposer un dogme, si on veut, là, dire, bon, bien, il faut penser de telle façon, il faut voir les choses de telle sorte, la société est ainsi conçue, etc., à partir du marxisme et tout ça, mais en allant de plus en plus vers la restriction, finalement, des libertés de tous et chacun, tout ça. Alors moi, j'ai connu cette deuxième période-là. On s'est libéré de ça. Là, moi, je me suis dit, merveilleux, les ornières sont tombées, on n'est plus dans des schèmes de pensée préétablis, tout ça. On peut penser librement. Et tout à coup, depuis quelques années, avec le wokisme, avec toutes les folies qu'on nous fait avaler... L'intersectionnalisme. Il y a tout un nouveau vocabulaire. Oui, on peut leur donner toutes sortes de noms, mais en fait, l'essentiel de voir là-dedans, c'est la restriction au niveau de la pensée, puis les degrés que ça atteint. Je donne par référence, puis je vais le citer, Nègre noir d'Amérique, hein, le fait qu'on cite le titre d'un livre à la télévision ou ailleurs qui peut vous faire perdre votre emploi, vous faire mettre au banc de la société. Bien, on est rendu à des extrêmes tout à fait incroyables. Agatha Christie, 10 petits nègres. Ben oui, et puis c'est partout. D'ailleurs, c'est drôle que vous mentionniez ça parce que quand j'étais au Saguenay, j'étais dans une troupe de théâtre qui s'appelait La Marmite, et puis on avait joué 10 petits nègres, puis personne n'avait manifesté quelque horripilation que ce soit, disons. Alors, c'est un peu contre ça. Et puis... D'ailleurs, J.R. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, s'est fait rentrer dedans parce qu'elle a tout simplement dit qu'une vraie femme, ça commençait par être biologique d'abord et avant tout. Exactement. Alors, mon livre s'érige un peu contre ces nouveaux dogmes-là et prône, en fin de compte, la liberté de penser, la libre pensance, la liberté d'expression aussi, parce que là, on est rendu justement qu'on va commencer, on réédite des livres maintenant, des auteurs du début du 19e, 20e, 19e. On expurge, et puis c'est complètement absurde. Je veux dire, si on n'est pas capable de vivre avec, même si elles ne sont plus au goût du jour ou si on peut les juger défavorables aujourd'hui. Il y avait une théorie, là, on est dans une période de présentisme. On regarde des séries à la télévision, je regarde beaucoup, surtout des séries canadiennes. Le Canada est embarqué très, très fort là-dedans. On regarde des séries historiques, je ne les nommerai pas, on regarde des séries historiques, et puis là, c'est rendu qu'il y a des personnes de couleur partout, alors qu'à l'époque, c'était d'un racisme. C'était blanc mur à mur. Et là, on regarde des séries qui parlent d'événements du début du siècle ici. Et puis,
on fait du présentisme, on jurerait là, que c'est une série canadienne là, qui vient d'être créée, là, qui parle du moment présent. Oui, on réécrit l'histoire. Oui, puis exactement dans le même esprit, quand on pense au recrutement dans les universités, des choses comme ça. Je lisais un texte de M. Facal récemment où il parlait des quotas qui sont alloués pour les Noirs, les Autochtones, etc., etc. Et puis, c'est rendu finalement qu'on ne juge plus les gens sur la simple compétence, ce qui serait dessin normal si on veut avoir des organismes, des institutions qui fonctionnent, mais à cause de ces quotas-là, on va juger plutôt la couleur de la peau, le sexe ou bien non, etc., plutôt que la compétence comme telle. Alors, c'est absurde complètement. J'ai remarqué même aux États-Unis, Morgan Freeman, l'acteur. Il y a beaucoup de gens de couleur, appelons-le comme ça. Là. Il y a des gens de couleur qui s'opposent à ça en disant « Non, il dit, il faut y aller au mérite. » Même ici au Québec. Et puis, à chaque fois que ces gens-là viennent pour parler, hop, ça, c'est ton opinion personnelle. Le groupe pense différemment de toi. Mais c'est parce qu'un groupe, c'est formé d'individus. Tout à fait. Et puis, il y a des gens aussi qui s'autoproclament représentants du groupe, alors qu'ils ne représentent rien du tout. Des homosexuels, autant hommes que femmes de ma connaissance, ils disaient, ces gens-là, ça n'existe pas, la communauté homosexuelle. C'est quoi ça? On est des individus. Il y a des gens qui s'approprient ça au nom des autres. Oui, tout à fait. Oui. On retrouve ça dans votre livre? Oui, bien, mon livre, peut-être pour parler un peu des contenus comme tel. En fait, moi, comme je dis, je rédige des chroniques au Mouton Noir depuis 25 ans. Alors, le livre est composé de 3 parties différentes. Une partie, ce sont des chroniques que j'ai sélectionnées, donc un peu un aspect anthologique un peu, mais qui portent toutes justement sur la liberté d'expression et sur les questions qu'on évoque ici. La deuxième partie, ce sont des textes de poèmes ou de chansons, parce que je ne l'ai pas évoqué tantôt, parce que ça remonte à loin, très loin, mais moi, j'ai fait de la musique avec Plume Latraverse dans les années 70. J'ai écrit des chansons avec Plume à cette époque-là. Son frère m'a enseigné la philosophie au cégep de Tête-Ferme. Oui, c'est vrai. Oui. Mais alors donc, j'ai des textes de chansons, des poèmes aussi, mais qui vont tous dans cet esprit-là, un peu contestataire. Et le troisième volet, c'est ce que j'appelle des fantaisies gourmandes. C'est-à-dire que moi, j'ai un amour de la langue française vraiment inné, indu, je sais pas, en tout cas, est dans mon sang. Et puis, je ne peux pas entendre une expression, un lieu commun, une tournure de phrase sans que dans ma cocologie, ça se mette à tourner, puis j'essaie de déformer la chose. Alors, j'ai toutes sortes de petites inventions langagières ici, là. Un peu comme Marc Favreau avec son sol. Peut-être, je vais essayer d'en trouver quelques-unes. Des yeux comme des poissons affolés dans l'aquarium de ton cerveau en train de se vider. Un délit de cuite. Un délit de cuite. Oui. La meilleure façon de résoudre un problème, c'est d'y apporter une solution. Hein? Alors, j'en ai toutes sortes comme ça. Ennuagement graduel avec risque d'ivresse en fin de journée. Alors, c'est des petites phrases. Alors, il y a 3 parties comme ça, mais le lieu commun, ce qui unit ces textes-là, c'est la liberté d'expression et cette espèce d'outrecuidance par rapport au... Libérer les mots. Oui, libérer les mots, puis libérer les mœurs, si possible aussi. Est-ce que vous pensez de ça, là, on a la nouvelle mode, les nouveaux pronoms? Moi, je suis contre ça, là. Je veux dire, c'est absurde. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un texte là, inclusif comme ça, là. C'est d'une lourdeur... Le dernier que j'ai vu, moi, ça, j'ai dit, ça, c'est... Je l'ai fait remarquer à plein de gens. Il y a des... J'ai dit, c'était toutes les personnes présentes. C'était marqué « présent », entre guillemets, non, point, présent, alors que le mot « personne » est déjà féminin. C'est ça, il y a des absurdités. Puis, bon, c'est sûr qu'on conçoit bien que la société, la culture, notre civilisation a été et est toujours beaucoup marquée par le fait masculin, mâle, etc., mais il ne faut pas donner dans l'absurde, puis aller à l'inverse et puis tout chambouler. Je veux dire, un texte, selon moi, pour être lisible, il doit être
je dirais, le plus simple possible. Si on commence à rajouter des points, des i, des yel, des ci, des ça devient illisible à toute fin utile. C'est pas ça l'objet d'un texte. L'objet d'un texte, c'est la clarté. Je ne sais pas si vous abordez ça là-dedans. Oui. Moi, je lis beaucoup de trucs maintenant. Conférences de presse tenues en territoire non concédé. Oui. Moi, au début, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûr que la cause autochtone, on va s'entendre là, que les colonisateurs britanniques, ils ne sont pas allés avec, pour citer, pour citer, comme on appelle ça, un péronisme, avec le dos de la main morte. Et ça, c'est sûr et certain que... Mais je jasais avec, justement, là, des représentants des communautés autochtones, et ils disaient... Qu'est-ce que ça apporte rien à notre cause, cette histoire-là? Nous non plus, le territoire n'est pas concédé. Nous, on part pour acquis que le territoire, c'est nous qui appartenons au territoire et non l'inverse. Donc, ça va contrairement à l'encontre. Est-ce que c'est ce genre de... Ça, c'est pas une dimension à laquelle j'ai touché, je pense, dans aucun des textes comme tel. Mais moi aussi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, disons, pour le moins, là. Ça fait partie de... Disons que je suis entièrement d'accord avec vous. Les Autochtones, les Premières Nations sont les premiers à avoir habité le territoire et puis on leur doit tout le respect qu'ils méritent, etc., etc. Mais je crois que c'est de la part des gens qui citent des cas tels que ceux que vous mentionnez, c'est qu'ils font simplement s'alimenter à quelque chose qui est à la mode actuellement. Comme là, on va se faire accuser d'appropriation culturelle. Ça, vous en parlez? Ça, j'en parle, certainement. Ben oui. C'est ça, l'appropriation culturelle. Si on veut faire évoluer la société, reconnaître l'autre, je pense que c'est faut s'approprier. Exactement. Écoutez, mon introduction porte en gros là-dessus. Je veux dire... on s'est toujours approprié les autres cultures. Si on mange de la pizza, on va arrêter de manger de la pizza au Québec parce que c'est l'appropriation culturelle. Ou si ce n'est pas des Italiens qui la font. Exactement, etc., etc. Je cite, entre autres, par exemple, eu égard à l'anthropologie, si les anthropologues cessent de considérer les nations, les ethnies autres que leurs ethnies à eux, que c'est laissé simplement à ceux de ces ethnies-là, on s'en va vers une espèce d'auto-regard qui va être nécessairement, selon moi, trop flatteur ou pas assez fouillé aussi. Puis au niveau culturel, at large. Ici au Québec, destructeur, parce qu'on aime ça se détruire. Oui, on aime ça. Dans l'autocritique, on est fort là-dessus. Oui, mais si, au niveau culturel, je donne par exemple l'exemple de Mme Bonifaci, mettons, avec la pièce qu'elle avait rédigée sur l'esclavage, tu sais, qui a été interdit finalement. Mais pourquoi quelqu'un veut bien faire, veut parler de l'esclavage, le décrier probablement ou l'illustrer d'une façon ou d'une autre, mais cette personne-là est blanche, c'est interdit. Alors qu'on sait en plus qu'il y a eu de tout temps et qu'il y a encore des esclaves blancs à travers le monde. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Et des esclavagistes noirs. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme une folie. C'est une folie, c'est ça que j'essaie de dénoncer là-dedans. Et aussi, moi, du temps de l'université, je ne montre pas de diplôme ici, là. Du temps de l'université, des amis africains nous trouvaient terribles ici au Québec avec ça. Ah oui? Ils disaient qu'on s'enfargeait dans les fleurs du tapis. Ben oui. Ils disaient, si tu arrives en Afrique, tu vas être victime de racisme. Là, tout le monde est raciste. Tout le monde est victime de racisme, sauf l'homme blanc. Oui, exactement. Il disait, je ne sais pas, où est-ce que votre société s'en va? Il dit, un homme blanc en Afrique, il va être victime de racisme. Une femme blanche, encore pire. Et puis ici, non, on a même le discours de dire que ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. D'après moi, c'est un propos raciste à la base. Oui. Puis d'ailleurs, quand on stigmatise ainsi, c'est aussi là, le fait de mettre dans un seul paquet, tout le monde, tous les mâles blancs, cisgenres, hétérosexuels, sont méchants, sont mauvais, c'est des relents, des représentations du colonialisme, etc. Mais c'est pas vrai. Et vous savez que le terme cisgenre, moi, je suis en train de le prendre comme les autres. C'est une insulte. Moi, c'est une insulte. Je ne suis pas un homme cisgenre, je suis un homme, point final. Si vous voulez vous qualifier, qualifiez-vous, mais je vous interdis de me qualifier, comme vous interdisez beaucoup de choses dans le propos. Hey, vous savez que ça va faire grincer des dents, notre entrevue ici, ce matin? Ben moi, j'ai écrit ce livre-là pour que ça grince des dents un peu, pour qu'on sorte de ces ornières-là. On va se faire canceller. On va se canceller culture. Il y a des gens, ils vont déchirer leur chemise. Si j'avais votre
notre télévision se fait canceller, on fera une manifestation pour s'opposer à la chose. Je vous remercie de l'appui. Je pense qu'on pourrait trouver des alliés s'il y a 3 pistoles. Il y a des gens qui sont assez allumés. Mais il ne faut pas tomber dans l'inverse aussi. C'est sûr qu'il y a des gens là-dedans, il y a des gens qui sont, j'allais dire confus, il ne faut pas dire ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui souffrent, okay? Sauf que maintenant, ils ont exporté leur souffrance à la grandeur de la société, donc à ce niveau-là. Et puis, il ne faut pas exclure des gens non plus, mais là, il ne faut pas tout inclure non plus. Bien, c'est que l'excès est néfaste dans tous les horizons. Oui, je le mentionne dans mon livre. Moi, je suis féministe, je suis socialiste à la rigueur, je suis ci, je suis ça. Je veux dire, je suis pour toutes les causes qui visent la libération de la femme, des hommes, des Noirs, des Vietnamiens, de n'importe qui. Mais je veux dire, il ne faut pas en faire une position absurde et stigmatiser, disons, tu sais, comme par exemple, on ne parle jamais de la déportation des Acadiens. Pourtant, dans l'histoire du Canada, c'est une chose horrible. S'il y a une horreur, ça c'en est une, vraiment. Tu sais. Mais là, pour une partie de la bien-pensance, non, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais fait. Tu sais. Alors, tu sais, il y a des nuances dans l'histoire. Géométrie variable. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, monsieur Landry, oui. J'allais dire monsieur Malenfant, excusez. C'était une note de notre entrevue. Hey, ça m'a fait infiniment plaisir de vous rencontrer. Je suis sûr qu'on va en entendre parler. Puis on va entendre parler de votre livre aussi. Et puis, en tout cas, si vous repassez, venez le voir. Certainement. Merci beaucoup. Comme disait Napoléon, je crois qu'on en parle en bien ou en mal, mais qu'on en parle. Parlez-en. Merci beaucoup. Merci. La Maison du notaire est un patrimoine en soi. L'ouverture est prévue le 20 juin avec des activités culturelles et expositions à découvrir. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à la Maison du notaire en compagnie de Mme Alexandra Zawarski-Turcotte. Bonjour Alexandra, bonjour, ça va bien? Bonjour, merci, oui, vous-même. Oui, ça va très bien. Simplement rappeler votre titre ici? Oui, je suis coordonnatrice générale et artistique de la Maison du notaire. Maison du notaire. Là, la saison, encore une fois, c'est comme je suis allé à Cour de Circuit là, à l'Île Verte. La bâtisse vient d'être ouverte pour la saison d'été. C'est frais un petit peu en dedans, c'est pour ça qu'on reste liés. Oui. Hey, il va y avoir de belles activités cette année? Oui, de belles activités certainement cette année. Mais là, les gros morceaux qui s'en viennent, en fait, vous parlez du froid un petit peu dans la maison, là, les grandes nouvelles qu'on a cette année, c'est qu'on va être en mesure de faire des travaux sur le bâtiment, d'installer un nouveau système de chauffage, fait qu'on sera plus au frais. Fait que pour nous, c'est un gros morceau. Ça va nous permettre éventuellement d'étendre nos saisons d'activité le plus possible. Fait qu'on en est très contents. Parce qu'ici, il y a une belle cheminée, mais j'imagine que c'est non fonctionnel. Oui, c'est ça. Malheureusement, je pense que si vous allumez ça, les assurances vont dire non, je pense pas. C'est ça. Fait qu'on remercie nos partenaires qui sont les plus gros sont la MRC des Basques et le FRIAS, le Fonds régional d'investissement en économie sociale. Pour ça, puis pour nos activités qui s'en viennent, on ouvre nous normalement le 20 juin. Donc, il va y avoir une activité d'ouverture à ce moment-là, c'est certain. Puis cette année, comme les années précédentes, on va lancer une programmation d'activités qui va intégrer à la fois des activités plus axées sur les arts visuels et d'autres sur l'artisanat. Donc, et ainsi qu'un petit camp de jour à la fin de la saison. Sur le camp de jour qui va être? À la toute dernière semaine de l'été. Donc, si je ne m'abuse, ça donne que ça commence le 26, si je ne m'abuse, ou jusqu'au 30, jusqu'au 29. En tout cas, cette semaine-là, donc il va être du lundi au jeudi. Ça va être quoi les activités? Ça signifie quoi sur le camp de jour pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas? C'est un camp, dans le fond, d'exploration artistique. C'est-à-dire que c'est pas un camp où on va... où les enfants vont approfondir une pratique là, pendant les jeunes, c'est pour les enfants, c'est ça. Ils vont pas nécessairement approfondir une pratique en particulier sur toute une journée. Nous, notre objectif, c'est plus la découverte, l'exploration. Donc, c'est de les faire toucher à des matériaux, des techniques, des processus créatifs qu'ils ne voient pas nécessairement à l'école, et sortir un petit peu de leur zone de confort. Puis on va aussi les faire rencontrer 3 artistes ou artisans qui vont venir en visite, donner des ateliers spéciaux. Puis on fait également une visite au musée du Bas-Saint-Laurent à Pierre-du-Loup. À Pierre-du-Loup, OK. C'est sur la rue Saint-Pierre, je crois. Je crois. C'est ça, sur la rue Saint-Pierre. Et avant ça, les artistes qu'il va y avoir ici cet été, les expositions, on s'attend à quoi?
La deuxième exposition de l'été, on est toujours en appel de projet, fait qu'on a lancé cette année, là, c'est un processus très excitant pour nous là, de faire ça de cette façon-là. Donc, la date limite est, bon, au moment de la diffusion, je présume qu'elle va être passée, là, c'est demain, le mercredi 8 mai. Donc là, on est en processus là, en ce moment de recevoir les dossiers des artistes. On viendra vous voir. C'est ça. De toute façon, c'est le 20 que vous faites? Le 20 juin qu'on fait l'ouverture. Vous serez les bienvenus. Alors, on espérait que le soleil soit de réchauffer les ossements de la bâtisse. Oui. Oui, absolument. On va essayer d'être là. C'est sûr et certain que c'est sur notre fin de saison de diffusion, mais de toute façon, on ramasse on met du stock en canne, pour parler en bon québécois, pour l'automne prochain. Et éventuellement, nous aussi, on a des petits projets, peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir diffuser cet été. En tout cas, c'est toujours le nerf de la guerre étant l'argent. Oui, c'est ça. La course perpétuelle à l'argent. Ouais, mais donc, OK, il n'y a rien d'arrêté ici. Ça, c'est pour la deuxième expo. Là, je commence à l'envers. Ça, c'est la deuxième expo de l'été, mais la toute première va être une exposition qu'on monte là, en collaboration avec un collectif d'artistes. Là, je vous en dirai pas trop. Vous regardez la surprise. C'est un collectif d'artistes un peu inusité là, qui va s'installer ici dans nos espaces pour créer une exposition en installation. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment comme investir différents espaces de la maison, puis ils vont jouer avec différents types de matériaux. Il va y avoir des œuvres en 2 dimensions au mur, mais aussi des œuvres en 3 dimensions installées et même du son. Donc, on fait intervenir différents médias là, pour créer ça arrive, ça c'est du direct, tout simplement. À la télévision communautaire, ça arrive souvent, ce genre de truc-là. Donc, on s'en formalisera pas. Alors, on ne reprendra pas l'entrevue pour ça, assurez-vous. Et puis, donc, mais est-ce qu'il y a encore, je me rappelle par les années passées, il y avait des artisans qui venaient donner des ateliers comme le vitrail et tout ça. Est-ce que ça existe encore? Certainement, oui. On va, comme je vous disais, lancer la programmation officielle sous peu, mais il va certainement y avoir là, des ateliers d'artisanat adressés à des publics plus adultes là, au courant de la saison. Je sais qu'à même à un moment donné, il avait poussé jusqu'à faire des mini-concerts. Est-ce que c'est encore? Oui, on en a fait dans les dernières années à l'occasion de différents événements, notamment le festival Pistol, dont je n'ai pas parlé, mais qui revient pour une 3e année cette année, donc vers la fin du mois d'août, 22, 23, 24 août, si je ne m'abuse, qui est un festival avec un focus en visuel artisanat, mais où on invite souvent là, des ensembles musicaux à venir donner des petits concerts là, aussi, là, au moment de l'ouverture ou à différents endroits dans le festival. Là, comme tous les organismes communautaires, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement de main-d'œuvre ou tout ça, ça va bien? Cette année, ça a bien été. Ça a bien été, vous êtes chanceux. Oui, on est très, très choyés. Là. On a reçu de très belles candidatures, fait qu'on va avoir 2 employés d'été avec nous là, cette année. J'imagine qu'il y a la visite normale de la maison du notaire avec la thématique du notaire. Toujours, fait qu'il va y avoir la maison du notaire, c'est important pour nous de le dire, l'entrée est libre, c'est gratuit là, pour le grand public d'entrer dans la maison du notaire. Donc, vous allez pouvoir visiter la boutique d'artisans. On a toujours au-dessus d'une trentaine d'artisans dans nos espaces boutiques. On a aussi nos artistes membres, donc qui créent des œuvres en photo, en peinture, avec toutes sortes de médiums là, qui vont être installés au mur là, dans les espaces communs de la maison. On ne va pas faire de tour parce que c'est vide un peu. C'est vide un peu, oui, c'est ça. On ne fera pas dans le journal, là, il y a des photos. Ça paraît qu'il y a beaucoup d'actions. Je suis rentré tout à l'heure, ça sonne trop, c'est vide, donc je vous enlèverai pas l'envie de venir en vous montrant des murs vides puis des espaces avec des extensions des chaises qui tombent. C'est ça, on protège les œuvres des artistes pendant l'hiver ici, fait qu'on les renvoie à la maison puis on les reprend au moment de l'ouverture. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous viendrez. Oui, parce que je ne vous ferai pas faire le tour, ça va être décevant. Là. Visuellement, ça va être décevant. Une magnifique coquille, mais vide. Il y a beaucoup, donc, il faut rappeler là, que le notaire, il y a encore toute l'exposition photo, avec toute la documentation que le notaire. Le notaire, lui, il se faisait un plaisir là, de recevoir. En plus, il était très impliqué politiquement. Et puis les notaires, à cette époque, maintenant, n'en déplaise à Mme Ariane Michaud, là, c'est plus le même impact des notaires maintenant. Avant, les notaires, c'était des notables et puis il se faisait un plaisir. Il était impliqué dans tous les niveaux politiques et puis chaque fois qu'il venait des personnalités, il y a une exposition de photos où vous allez voir le notaire
Rousseau à côté de personnages. C'est sûr et certain que les plus jeunes, il faut qu'ils creusent un petit peu savoir c'est qui ce personnage-là. Des personnages importants quand même dans l'histoire du Québec et du Canada. Tout à fait. C'est ça. C'est un de nos espaces importants à la Maison du Notaire. Pour des rappels, c'est sûr, on a la boutique, on a des espaces d'exposition en art actuel, puis on a aussi, bien sûr, la portion musée historique. La permanente. Et tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. Là où il va y avoir un petit frais cet été, c'est à certains horaires, on va proposer des visites guidées. Donc, si vous souhaitez accéder à la visite guidée, il y aura un petit frais qui va être très abordable. OK, des visites guidées, vous n'avez pas d'audio guide? On a des panneaux. Donc, pour les gens qui veulent venir faire la visite par eux et elles-mêmes librement, il y a des panneaux comme ça, oui, fait que c'est tout à fait possible de faire la visite par vous-même, absolument, sans problème. Sinon, mais guidé, si la personne vous avez un guide volubile. Ça peut toujours être intéressant. Puis c'est aussi que la personne qui fait les visites guidées va proposer une visite sur de nos espaces musées historiques, mais également des expositions en art actuel qui demandent parfois un petit peu plus d'introduction. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là d'échanger avec la guide qui va être là. Ça fait combien d'années que la Maison du Notaire, c'est actif là, sans interruption? Là? Il y a eu une interruption COVID d'une saison. C'est la planète qui s'est interrompue. On a fêté les 50 ans en 2022, donc ça va être le 52e cette année. 52e année. Ouais. C'est la deuxième année, troisième année? Ou la troisième année que moi je suis là. Ouais. OK, on va faire la version biographique maintenant. Les gens vont dire, mon Dieu, c'est qui cette jeune femme-là? Elle vient de où? Vous venez de où? Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, à Montérégie. À Montérégie, au Haut-Saint-Laurent, finalement. Oui. Okay. Qu'est-ce qui vous a amené par ici? Des projets, puis mon amoureux, mais moi, j'ai en grandissant, là, toute petite, mon papa a déjà habité à l'île verte, puis on venait souvent. Donc, c'était pas inconnu. C'était cher dans mon cœur déjà comme lieu. Fait que j'ai pas été difficile à convaincre, mettons, de déménager ici. J'ai habité 10 ans à Montréal, puis après, on s'est emmené. Habituellement, moi-même étant de région, quand on habite, moi c'était Québec, habituellement, lorsqu'on nous ramène en région, ça prend pas de temps qu'on oublie la ville. Non, on s'ennuie pas de la ville. Des gens parfois, des amis de la famille, mais sûr, on va les visiter, puis tout va bien. C'est ça, donc ça fait plaisir, et puis on va vous souhaiter encore de longues années ici à la Maison du Notaire et à Trois-Pistoles. Merci beaucoup. En terminant, voici des images du vin fromage organisé par le Club Optimiste au profit du Club des Gymnostes de Trois-Pistoles. Maintenant, si nous pouvons faire un souper comme celui-là, une dégustation de vin de fromage, ça prend des membres, ça prend des gens qui veulent mettre du temps. Si vous voyez, comparativement à l'an passé, le Club Optimiste s'est payé une cure de revêtissement. Et nous en sommes très fiers. Maintenant, j'aimerais remercier les membres qui ont travaillé ardu dans cette préparation, ainsi que les gens qui ne sont pas optimistes, qui sont venus généreusement nous donner des gros coups de pouce, et on les remercie beaucoup. Mais un remerciement spécial au bureau de direction qui a fait un travail colossal, comme tous les années. Merci encore. C'est beau? Maintenant, on va travailler. Merci en avance de votre générosité pour votre soirée.
Voici les annonces de la semaine. Le 17 mai à 19h, c'est un rendez-vous pour la projection du mois au Centre culturel de Trois-Pistoles à 19h. Le titre du film, Les Foragers. Bon visionnement. Le 18 mai de 9h à midi, retroussez vos manches car c'est la corvée de nettoyage des berges. C'est un rendez-vous au 145 rue de l'Aréna à Trois-Pistoles. Bienvenue à tous. Une activité familiale est proposée à la Grève Morancy. Présence de Chariot le clown, collation et boissons offertes. Apporte ton dîner le 19 mai de 9h30 à 13h30. La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges vous invite à une conférence aventure donnée par un résident de Notre-Dame-des-Neiges. C'est un rendez-vous le 18 mai à 19h à la Riveraine et c'est gratuit. Le compte à rebours est débuté pour s'inscrire au défi vélo plein air en collaboration avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. Les personnes ont jusqu'au 14 juin pour s'inscrire. Consultez le site web au www.défivélopleinair.org. Le Comité en faveur du prolongement de l'autoroute 20 organise un rassemblement de citoyens qui aura lieu à Saint-Fabien le 25 mai à 13h. Les diffusions Trois-Pistoles est heureux d'annoncer que 2000 $ ont été remis à la Fabrique de Notre-Dame-des-Neiges pour le premier spectacle mettant en vedette Patrick Normand. Le prochain rendez-vous est prévu le 2 août prochain avec l'humoriste Maxime Martin. C'était Véronique des Infos TCBH qui vous laisse sur des images des aurores boréales captées par notre équipe plus tôt cette semaine.